Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chroniques carolingiennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, bien que paraissant en première vue d'une grande simplicité, pourrait à lui seul remplir plusieurs épisodes. Et je parle là de l'épée. Même si la lance a été l'arme de prédilection des guerriers de l'Antiquité ainsi que de ceux de l'époque médiévale, elle n'a jamais suscité la même fascination ni le même engouement que cette longue lame d'acier. Par sa présence dans notre imaginaire, l'épée est un objet universel, immédiatement reconnaissable par tous, et bien que symbolisant surtout le Moyen Âge, elle a pourtant traversé les siècles et demeure ainsi intemporelle. Si depuis l'avènement de l'arme à feu, elle a perdu son usage guerrier, l'épée a su garder sa valeur symbolique et les soldats l'utilisent encore lors de parades ou de cérémonies. L'épée demeure aussi omniprésente dans notre récit des chroniques où elle est illustrée à partir de ses différentes facettes. D'abord avec son côté essentiellement martial, comme pourrait le démontrer entre autres les talents d'escrimeuse de la Dame de Bavière. Mais aussi avec son côté symbolique, notamment par la longue épée de notre guerrier écossais, épée qui répond au nom d'Ern Kelpie et donc amène l'objet à avoir une identité propre. Ce symbolisme est aussi démontré par le fait que cette arme est un héritage familial, exprimant l'importance de son linéage. Ces caractéristiques, loin d'être le fruit de mon imagination, représentent plutôt des pratiques culturelles dont on peut voir les traces au Haut Moyen Âge. Certaines armes auraient donc été nommées pour illustrer le prestige qui était rattaché ou pour illustrer le prestige de leur possesseur. Nous avons comme exemple l'épée dite de Charlemagne, qui fut nommée Joyeuse, épée dont on parle dans notre récit et que l'on peut aussi admirer au musée du Louvre à Paris. Mais avant d'approfondir mon analyse, je vais, en bon historien, procéder de manière chronologique pour reculer jusqu'aux origines premières de cette arme. C'est donc à l'âge de bronze, soit vers 1500 avant notre ère, que l'épée est pour ainsi dire créée, et ce, à partir d'un alliage de cuivre et d'étain. Cette arme fut par la suite intégrée à la panoplie des guerriers d'élite, comme le démontre sa présence dans les tombes de personnages de haut rang social. Ainsi, l'épée était devenue un objet d'importance qui s'imprégnait déjà du symbolisme lié au pouvoir et au spirituel. Cependant, ces armes étaient plutôt rudimentaires et n'avaient pas la dureté structurelle des épées du Moyen Âge. On pouvait donc frapper d'estoc, qui est un coup donné avec la pointe, mais les lames étaient trop fragiles pour les coups dits de taille qui sont donnés avec le tranchant. Par le développement des connaissances en métallurgie, les épées de fer sont apparues en Europe vers le 8e siècle avant notre ère, dans ce qu'on appelle l'âge du fer. Par cette évolution, cette arme est devenue plus longue, plus solide, et a pu être enfin utilisée pour les coups de taille. L'épée, qui est exclusivement liée à l'élite, a vu néanmoins son emploi quelque peu élargi, notamment au sein des armées romaines, qui en sont venus à généraliser l'utilisation du glaive pour ses légionnaires. Cependant, pour ce qui était des troupes romaines auxiliaires dites barbares, entre autres composées de cavaliers gaulois, les guerriers d'élite étaient armés de leur longue épée traditionnelle appelée spata. Ce terme grec désignant cette arme en est venu à évoluer étymologiquement pour devenir espada en espagnol, puis épée en vieux français, ce qui a finalement abouti au mot épée. L'efficacité de cette arme, due à sa plus longue portée et à la force de son tranchant, fit qu'elle supplanta le glaive du légionnaire, et ce dès le 2e siècle de notre ère. Dès lors, par l'étendue du territoire conquis par les Romains, la spata se vit introduite aux confins de l'Empire. Il y eut par la suite une certaine évolution qui peut se remarquer entre autres par les épées des peuples germaniques, ainsi que celles des peuples scandinaves, mieux connus sous le nom de Vikings. Du côté des Carolingiens, leur épée avait la réputation d'être les meilleures de l'Europe. Il était donc interdit de les vendre à l'extérieur du royaume. L'importance de cette arme mena à la notoriété de certains forgerons. Un fabricant en particulier, assurément carolingien, du nom d'Ulfbert, aurait acquis une réputation appréciable au point où ses épées, qui étaient gravées de son appellation, étaient considérées comme des armes de qualité supérieure, un peu comme les marques griffées de notre époque contemporaine. Ce fut entre autres à partir de ces armes de qualité comme les Ulfbert que se sont développées les épées de l'âge de la chevalerie, et ce, en formes diverses. Une de mes préférées, la Claymore, épée des guerriers des Highlands, est justement l'arme de notre héros écossais des chroniques, tout en étant à la base de son nom. Ainsi, Claymore vient du mot gaélique Clydemore, qui signifie longue épée,
d'où le nom de Macladam qui voudrait dire « fils de l'épée ». Il est à noter que la conception de cette arme date de la fin du 13e siècle, ce qui marque un évident anachronisme en l'évoquant à l'époque carolingienne. Mais je me permets à l'occasion ce genre de fantaisie pour agrémenter mon récit. L'évolution de l'épée allait donc de pair avec les avancées technologiques et à la fin du Moyen Âge, le développement des hauts fourneaux qui permettaient la liquéfaction du fer fit que cette arme pouvait maintenant être construite en série, menant pour ainsi dire à sa démocratisation. Dès lors, l'épée n'était plus exclusivement le symbole d'une élite. Cependant, à la même époque, l'avènement de l'artillerie et des armes à feu amena l'épée à disparaître lentement des champs de bataille. Si avec le temps, l'épée a perdu son utilité en tant qu'arme de guerre, elle en est venue tout de même à développer par ce lien inextricable avec les hautes classes, un symbole des plus forts d'autorité, de pouvoir et de droit. Les origines de ce symbolisme viennent encore du monde romain, avec ce qu'on appelle le droit du glaive, où le prince avait droit de vie ou de mort sur ses sujets. Ainsi, au 6e siècle, le roi franc Clotaire, fils de Clovis, nous donne un bon exemple de ce droit symbolique lié à cette arme, quand il punit les Saxons en révolte, en massacrant tous les enfants mâles dont la taille excédait la longueur de son épée. Cet acte de cruauté est devenu sans contredit un modèle de propagande politique qui en est venu à imposer cette arme comme un symbole incontestable d'autorité. Par la suite, cette image propagandiste fut reprise par les princes pour représenter leur pouvoir, comme on peut le voir au sein de l'iconographie médiévale. Des souverains comme Guillaume le Conquérant sur la tapisserie de Bayeux, ou Geoffroy de Plantagenet sur sa plaque funéraire, et même Charlemagne, tel qu'illustré au 16e siècle par l'artiste Durer, sont tous représentés avec l'épée tenue en pâle, associant ainsi l'arme avec la souveraineté des rois. Fort de ce symbolisme d'autorité et de pouvoir, l'épée a servi au sacre des rois, et ce du haut Moyen Âge jusqu'à Napoléon et la Restauration. Ce fut le cas de Joyeuse, l'épée de Charlemagne présentée précédemment, qui aurait servi dans l'ensemble de ses sacres. L'épée faisait aussi les chevaliers, et ce par le rite initiatique de l'adoubement, et la remise de l'arme devenait le moment central de la cérémonie. La dégradation du chevalier, donc la perte de son statut, qui pouvait avoir lieu suite à une trahison ou un comportement indigne, se faisait là aussi par le retrait de son épée. De manière similaire, lorsqu'un chevalier ou dans une période historique plus récente, un officier militaire se rendait à l'ennemi, il remettait cette arme qui était distinctive de son rang. L'épée en est donc venue à personnifier son porteur, notamment en représentant son statut social, mais aussi, comme déjà mentionné, en représentant son linéage familial. Cette arme était donc souvent passée de génération en précieux héritage, pouvant être considérée comme la gardienne mémorielle de la maison ou comme un totem dynastique. Un exemple en particulier illustre bien ce fait. Ainsi, au 13e siècle, dans le testament de Dame Béatrieux, il est mentionné que l'épée familiale devait rester pour toujours dans sa forteresse. Ses héritiers pouvaient cependant la retirer pour faire la guerre, à la condition de la ramener à la fin des hostilités. Ce lien entre l'épée et son possesseur pouvait aussi se développer d'une manière plus personnelle. C'est entre autres ce que l'on peut voir avec le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, reconnu pour ses traîtrises et son caractère méprisant, qui fut surnommé l'épée molle. Certains chercheurs qui ont étudié l'épée en tant que figure littéraire en sont venus à faire une lecture psychanalytique de cette arme, et on avança l'idée que l'épée était la représentation phallique de son porteur. Si on rapporte ce constat à notre bon ami Jean sans Terre, on peut se demander si son surnom ne serait pas plutôt lié au fait qu'il avait la réputation d'être un petit peu mou de la tige. L'épée comme représentation phallique de son porteur. Non. Mais outre son aspect martial et son symbolisme lié au pouvoir et à la justice, l'épée demeure un objet empreint d'une dimension spirituelle, voire même magique. On peut notamment le voir dans les sagas nordiques, les différents cycles de la poésie celtique et dans les chansons de gestes médiévales. Une des caractéristiques de ces épées magiques est leur flamboyance, qui bien qu'illustrant l'idée du surnaturel de l'imaginaire des poètes, elle aurait été l'écho des anciens cultes solaires liés aux divinités païennes. Au-delà de l'imagination des bardes et des ménestrels, la réalité des épées magiques tire tout de même ses origines des sociétés polythéistes, qui voyaient cette arme non pas seulement comme un outil de guerre, mais aussi comme une sorte de talisman.
On peut donc voir sur une spatale du 2e siècle une représentation de Mars de gravée sur la lame, ce qui laisse suggérer que son porteur se retrouvait sous la protection du dieu de la guerre des Romains. De même manière, les épées vikings étaient souvent recouvertes de runes magiques servant à protéger son propriétaire, tout en jetant un mauvais sort à l'adversaire. Ainsi, une lame trouvée dans la Tamise gravée de 28 lettres en alphabet runique n'a pu être traduite par les experts, qui en ont donc déduit que l'inscription était une formule incantatoire pour donner force et puissance à cette arme. Même chose pour l'épée dite de Saebo trouvée en Norvège, qui est gravée de runes en appelant à la protection du dieu Thor. Certaines tribus germaniques considéraient que leurs yeux étaient présents à même leurs lames, ce qui les amena à porter serment sur leurs épées, une pratique aussi remarquée chez les Vikings. Cependant, l'avènement du christianisme provoqua de nombreux changements culturels chez ces peuplades, et les serments, au lieu d'être faits sur les épées, en sont venus être faits sur les reliques des saints et sur les évangiles. Les runes, considérées dès lors comme des œuvres diaboliques, furent effacées des épées, pour être remplacées par des invocations au Seigneur ou à la Vierge à partir des psaumes. On peut donc voir sur de nombreuses lames de l'époque des chevaliers des mots gravés comme « In nomine Domini », qui se traduit par « Au nom de Dieu » et qui invoque ainsi la protection divine. Les guerriers musulmans n'étaient pas en reste, et de nombreuses épées arabes se voyaient gravées de louanges à Allah, avec même des injonctions telles que « Atteins ton but et garde en vie ton porteur ». Malgré ces exemples de piété liés aux religions chrétiennes et musulmanes, il reste que cette vision magique de l'épée, venant des traditions païennes, demeurait toujours présente. Un acte notarié du 13e siècle, soit au cœur même de cet âge de la chevalerie, exprime assurément le mieux cette idée de la magie de l'épée. Ainsi, suite à un duel judiciaire ayant lieu près de Barcelone, le chevalier Arnaud de Cabrera, perdant de ce duel, porta plainte au roi d'Aragon sur le fait que son opposant aurait utilisé une épée qui possédait une force surnaturelle que personne ne pouvait soumettre ni vaincre à la guerre. Après enquête, ce serait avéré que l'accusé a eu en main l'épée de Villardel, qui était réputée pour avoir déjà tué un dragon. Le résultat du duel fut donc annulé, du fait qu'un des deux protagonistes avait utilisé une épée magique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et l'invincibilité de l'épée de Villardel ayant été dûment reconnue, le fils du roi d'Aragon aurait offert, en vain, une somme faramineuse pour l'acquérir. Malgré cette anecdote, il est évident qu'avec le temps, l'aspect magique, voire spirituel de l'épée, en est venu à disparaître devant l'évolution de la pensée moderne. Un peu comme c'était aussi estompé son usage guerrier suite à l'apparition des armes à feu. Bien qu'à notre époque, l'épée est un objet représentant symboliquement l'âge de la chevalerie, j'ai cru observer qu'il reste encore des liens concrets de cette arme avec la magie. Notamment avec ce cher Aleister Crowley, ce mage sulfureux du début du 20e siècle, surnommé la bête 666 ou l'homme le plus malsain du monde. Réputé autant pour sa sobriété que sa bienséance. Ce dernier évoqua pourtant dans ses écrits l'importance de l'épée lors des cérémonies magiques. Il considérait cette arme comme étant essentielle pour le magicien et faisait appel à tout son symbolisme pour empêcher, lors des rituels d'invocation démoniaque, que des entités traversent dans notre monde. On aurait même pu s'en servir pour forcer le passage. Dans le cas, on aurait voulu se rendre sur le plan démonique. Ce n'est pas nécessairement conseillé, mais ça peut briser la monotonie de l'existence. De plus, dans son jeu de tarot, notre ami magicien avait fait illustrer l'épée sur sa carte de l'ajustement, qui symbolisait le pouvoir du jugement. On peut donc voir que Crowley, par l'importance qu'il donnait à l'épée, faisait tout autant appel à son aspect guerrier qu'à tout le symbolisme lié au pouvoir et à l'autorité, tel que décrit dans notre exposé. Voilà qui conclut cet épisode, en espérant que vous avez apprécié. Et pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, je pourrais toujours répondre à vos questions sur la page Facebook de Chroniques carolingiennes. Pour une manière plus littéraire de prendre contact avec le symbolisme de l'épée, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à lire un des tomes de la série. En attendant, je donne rendez-vous pour un prochain épisode de vos chroniques, en vous souhaitant bonne journée et surtout bonne lecture.